Bonjour à tous, bienvenue à notre atelier Focus Bâtiment Énergie Positive quand la transition s'édifie. Je m'appelle Émilie Garcia, je suis responsable du domaine Écotech au sein de la direction Innovation. Donc cet atelier fait suite à l'atelier précédent, donc sur le bâtiment fait sa transition 100% efficacité, qui était plus axée sur la partie rénovation. Là, nous allons plus parler construction neuve. Donc la construction, c'est un secteur majoritaire en France, il y a 400 000 entreprises, 1,5 million de personnes actives et la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie. Face aux enjeux de la population croissante et de la densification urbaine, à peu près 3/4 de la population vit en milieu urbain, le bâtiment et les infrastructures vont devoir se réinventer, construire et rénover plus rapidement, avec une meilleure qualité, tout en respectant l'environnement. Ça va nécessiter du coup de nouvelles approches pour relever ce défi. Voilà, donc pour discuter de ces sujets et voir donc quelles solutions s'offrent pour répondre à ces nouveaux défis, donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour partager donc 3 intervenants. Donc Marc Esposito, bonjour Marc. Donc toi tu fais partie donc du groupe GSE, donc qui est spécialiste de l'immobilier d'entreprise, et donc tu es directeur donc du lab qui regroupe l'activité innovation du groupe, donc pour permettre de replacer l'innovation au cœur des projets de GSE. Merci d'être là. Ensuite, donc Xavier Jaffray. Bonjour Xavier. Donc tu es fondateur et dirigeant de l'entreprise Leco. Donc ton métier, c'est d'industrialiser l'assemblage d'éléments fabriqués en s'appuyant sur la formation, le process, les ressources locales, aussi construction bois. Tu nous en parleras un peu plus ensuite. Et ensuite, donc, Paul-André Inard. Bonjour Paul-André, ton micro est coupé. Et donc, bonjour. Et donc, tu es directeur technique chez Kaufmann & Bro, donc entreprise de construction et de développement immobilier français. Et donc, vous avez mené donc plusieurs réalisations et exemples concrets sur le sujet avec de la pareil, structure bois, etc. Tu nous en parleras également ensuite. Voilà, donc merci à tous d'être là. Et là, ce n'est pas en présentiel, mais bon, nous parvenons tout de même à le faire en digital. N'hésitez pas du coup à poser vos questions au fur et à mesure et nous y répondrons à l'issue de l'atelier. Alors, pour commencer, je vous propose peut-être déjà un peu pour cadrer le sujet. On parle beaucoup en effet de différentes notions de bâtiments bas carbone, émissions des bâtiments à énergie positive. Peut-être pour commencer, Marc, si tu pouvais un peu nous recadrer les choses, un peu nous définir concrètement de quoi on parle en fait. Effectivement, alors bâtiment énergie positive et bâtiment bas carbone, ce sont des termes génériques, mais il existe en réalité derrière non pas des réglementations ou des normes, mais des certifications ou des labels. Et ce qui est étonnant, c'est se dire que finalement, le label bâtiment à énergie positive, qui aujourd'hui est sorti en 2017, qui s'appelle le label BPOS EFI Énergie, ce n'est pas un bâtiment à énergie positive, c'est un bâtiment qui va consommer moins que la réglementation et qui va produire une partie, mais pas la totalité de son énergie. Par exemple, le label BPOS EFI Énergie, c'est produire globalement 40% de sa consommation, pas tellement plus, en tout cas pour des bâtiments tertiaires. Et puis, il y a quelque chose qui s'appelle le label BPOS+, BPOS+ EFI Énergie, qui est effectivement un bâtiment qui va produire plus qu'il ne consomme réellement. De la même façon, le label, les bâtiments bas carbone, et des fois on entend de plus en plus zéro carbone, et zéro carbone qui à mon avis vient d'une erreur du zéro net carbone, qui veut dire neutralité carbone en anglais, et qui nous fait perdre un peu les pédales, parce que zéro carbone ça n'existe pas. Enfin, on va dire que par vivre dans une grotte, on ne sait pas construire un bâtiment à zéro carbone. Ce qu'on sait construire, ou ce qu'on espère construire d'ici 2050, c'est des bâtiments qui sont neutres en carbone, c'est-à-dire qui n'émettent pas plus de carbone que la planète est capable d'en absorber. Et effectivement, il y a très peu là, parce que c'est beaucoup plus neuf que l'énergie, très peu de labels. Il y a en France le label BBCA, bâtiment bas carbone, qui vient en fait des niveaux du référentiel le plus c'est moins, énergie positive, carbone moins, qui préfigure normalement la future réglementation environnementale 2020. Et donc là, le bâtiment bas carbone, c'est le premier d'ailleurs label français qui a essayé, qui a réussi même avec le plus c'est moins à fixer des poids carbone, des règles de calcul déjà du carbone et des poids limites carbone à ne pas dépasser. Et d'ailleurs, s'il y a tant de polémiques sur l'arrivée de la RE 2020, c'est probablement parce qu'on n'a pas bien ajusté les niveaux C1 et C2
qui ont été définis aujourd'hui, on s'est rendu compte dans les dernières années qu'il était probablement trop difficile à atteindre tout de suite, et c'est pour ça que ça va être difficile de mettre en place tout de suite. Xavier, peut-être, est-ce que tu peux donc nous expliquer un peu qu'est-ce que la préfabrication et qu'est-ce que ça apporte du coup comme avantage et ce que ça permet en limitation d'empreinte carbone? Très bien. Alors, la préfabrication, alors que le hors-site en général, moi je suis patron d'une entreprise qui s'appelle l'ECO, qui est une entreprise à mission. Donc l'activité, c'est la conception, la réalisation d'ouvrages décarbonés modulaires, modulables, déplaçables. Dans ce contexte-là, le hors-site, c'est quoi? C'est comment on va ramener une partie des tâches qu'on réalise sur chantier dans un environnement géré. Donc, qui peut être un atelier, une usine, mais en tout cas un environnement dans lequel on va être économe de 3 manières. On va d'abord être économe sur le temps qu'on va passer à réaliser les ouvrages. Voilà. Donc, c'est un impact assez direct sur le coût. On va être économe sur la quantité de déchets, la gestion des déchets qu'on va générer. C'est-à-dire qu'on ne déplace plus les déchets sur le chantier et avec des flux retours qui vont venir les retraiter. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement de gestion de déchets gérés. Puis on va être plutôt économe sur la quantité de matière qu'on utilise. Aujourd'hui, dans le cas de l'ECO, on va faire préfabriquer un maximum de composants. Dans les ateliers, on va faire uniquement de l'assemblage, ce qui va créer de l'emploi évidemment pour l'assemblage, mais créer de l'emploi indirect chez toutes les ressources locales qui sont en mesure de faire de la préfabrication. Ça concerne l'électricité, ça concerne le bois, ça concerne la plâtrerie. Donc la construction hors site, c'est comment on transfère un maximum de tâches dans un environnement géré. Alors quand je dis géré, on met ça sous le parapluie de industrialisé, puisque forcément ça impose un mode d'organisation qui est très différent et qui a un impact très clair. Si je vous donne quelques chiffres de repère, aujourd'hui, si on mesure dans l'industrie, on mesure le niveau d'efficacité d'un processus par l'efficience. L'efficience, c'est j'ai payé. Quelle est la proportion des heures que je paye qui se transforme en valeur ajoutée pour mes clients? J'ai géré pas mal d'usines, moi, pour Toyota, pour BIC, etc., dans la première partie de ma vie. Et on mesure régulièrement des efficiences en atelier qui sont de l'ordre de 70, 75, 80%. Dans le monde de la construction, on est plutôt dans l'ordre de 15 à 20%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire que 80% des heures qu'on rémunère servent à faire autre chose que de créer de la valeur. Et sur un chantier, c'est inhérent à un chantier. Il faut transporter la matière, il faut la déplacer, il faut se rendre sur le chantier, il faut faire tout un tas de tâches connexes qui sont liées uniquement au caractère déplacé du lieu de production ou du lieu d'activité. Voilà ce que je peux dire sur le hors-site. Après la matière, sur les matériaux de base, effectivement, il y a de la construction en site en métal. On est assez peu nombreux à en faire en bois, mais ça existe. Notre métier, il est principalement constructeur modulaire, industrialisé en bois, à 100%. Ça existe en béton. Et après, chaque pays a ses spécificités, puisqu'aujourd'hui, cette démarche hors site, qui s'appelle le off-site building en Angleterre ou dans d'autres pays, est quelque chose qui est déjà très avancé. Très avancé. Oui, c'est justement ce que j'allais enchaîner, c'est qu'en effet, un des grands avantages de cette préfabrication, industrialisation, c'est de permettre en effet une mixité de matériaux et d'utiliser du coup d'autres matériaux que le béton. Et du coup, donc, Paul-André, comment choisir le matériau à utiliser pour permettre justement de réduire cette empreinte carbone? Pour réduire cette empreinte carbone, il va falloir voir le cycle de vie de chaque produit qu'on va intégrer au bâtiment pour réduire l'impact carbone du bâtiment. Et donc, on va aller d'abord chercher des matériaux qui sont à proximité du chantier, donc dans la région. Et on va prendre des matériaux le plus possible biosourcés ou géosourcés. Le premier matériau roi, c'est le bois. Donc, en France, on a beaucoup de forêts. Comme le disait Xavier avant qu'on commence, il va aller chercher du bois dans les Landes, dans le Massif central. En construction, on utilise beaucoup d'épicéas et la France regorge d'épicéas. Bon, il faut reconnaître qu'en ce moment, il y a une forte demande de bois, donc
il devient un petit peu plus difficile d'en acheter, mais c'est le meilleur matériau. Ensuite, dans les matériaux biosourcés, on va trouver la laine de bois pour isoler le bâtiment. On peut trouver du chanvre, de la ouate de cellulose. Mais aussi, on voit apparaître en développement des ciments qui vont être bas carbone. Donc, ils vont arriver sur le marché. Ça va pouvoir compléter l'offre du bois parce que la RE 2020 va arriver dans quelques mois. Et il faut trouver des matériaux qui soient bas carbone pour pouvoir construire. Et on a un vrai, on a en France en tout cas une vraie carte à jouer parce que aujourd'hui le développement du hors-site s'est fait beaucoup en métal à l'étranger. Tout à fait. Ouais. Énormément en métal. Aujourd'hui, on a quelques acteurs en France sur leur site bois et c'est un vrai jeu parce que c'est un vrai enjeu puisqu'aujourd'hui l'impact, l'enjeu de tout le monde sur le logement décarboné, il est fondamental. Et il a deux éléments clés pour entrer sur ce marché-là. C'est un, sans surcoût. En gros, aujourd'hui, la solvabilité ne va pas changer parce qu'on est décarboné. On ne va pas prêter plus d'argent, les banques ne vont pas prêter plus d'argent parce qu'on est décarboné. Donc ça, c'est un vrai enjeu. C'est pour ça que je parlais de l'efficacité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, un projet parce qu'on rend des bilans à un prix normal. Les investisseurs aussi ne vont pas investir plus cher. Le particulier n'a pas acheté plus cher sa maison. C'est le grand jeu d'industrialisation. Et justement, donc, quand on échangeait sur la partie matériaux, tu donnais un bon exemple, Xavier, en effet, sur les nouvelles fournitures que l'Eco tu mettais en place pour justement mettre en place des circuits courts au niveau régional. Tu pourrais peut-être un peu nous développer cet exemple-là ? Bien sûr. Aujourd'hui, la simplification de l'industrialisation dans tout le monde industriel, je ne compte pas le bâtiment, parce qu'aujourd'hui, le bâtiment n'est pas un monde industriel, il est passé par la simplification. La simplification, ça a deux conséquences très fortes. Un, sur l'emploi, c'est que ça permet de créer de l'accès à l'emploi à des gens qui ne sont pas dans le bâtiment. Nous, on a une entité qui est spécialisée sur la formation des gens. Et le deuxième, c'est la capacité à aller prendre des préfabricateurs pas loin. Si j'ai besoin d'énormes machines et d'énormes usines pour aller faire la préfabrication, je vais en avoir 4 en France. Le niveau de préfabrication ou la simplification qu'on met en œuvre permet d'accéder à plein de boîtes qui sont à moins de 100 km. On a un projet à Bordeaux qui s'appelle le projet Camena, qui est un projet sur lequel on est candidat sur la partie bâtiment du futur, sur la partie décarbonée, et tous les matériaux viennent de moins de 100 km de Bordeaux. Tous les matériaux. Et ça, c'est factuel. Et on les trouve. On n'a pas de difficulté à trouver ça. C'est une vraie volonté. Par contre, effectivement, ça fera peut-être le lien avec un autre sujet qu'on abordera, ça impose énormément de rigueur sur la partie ingénierie, énormément de préparation. Et aujourd'hui, ce travail de préparation, de rigueur, il ne peut se faire qu'avec le BIM. Aujourd'hui, on ne sait pas rendre les choses simples si on ne les conçoit pas de manière précise et détaillée. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et notre frein aujourd'hui, il n'est pas de trouver les ressources dans le territoire, il est de trouver les acteurs dont fait partie Kaufmann, Paul André, sur des sujets comme ça, pour pousser à emmener le BIM, parce que c'est un vrai enjeu de l'économie de projet. Oui, alors, en effet, BIM, on va en reparler tout à l'heure. Ouais, on va enchaîner, c'est parce que j'ai pas envie que Marc s'endort, donc on va intervenir Marc et puis après on parle de BIM. Du coup, Marc, sur toute la partie gestion de l'énergie, qu'est-ce qu'il faut prévoir en fait pour bien concevoir, préparer une bonne gestion en énergie de son futur bâtiment? Effectivement, c'est important de parler d'énergie, même si quand on parle de carbone en France, on a quand même un avantage qui se transforme en désavantage, c'est qu'on a une énergie, une électricité extrêmement décarbonée qui fait que finalement, le poids carbone du bâtiment en France, il est fait à 80% dans les matériaux de construction et pas dans les 50 ans de consommation énergétique, en tout cas quand c'est l'électricité. Il n'empêche, c'est quand même un sujet qu'il faut regarder. D'une part, on le regarde beaucoup plus fortement dans d'autres pays que la France. Et d'autre part, c'est quand même important de baisser ses consommations. Par contre, là, les réglementations thermiques, elles existent depuis bien plus longtemps et elles ont donc drastiquement baissé les consommations des bâtiments, en tout cas sur le plan théorique. C'est-à-dire que la RT 2000, 2005, 2012, bientôt RE 2020, va continuer à faire baisser les consommations d'énergie
par, on va dire, des meilleurs équipements et des meilleures enveloppes des bâtiments. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne peut-être trop bien théoriquement et peut-être pas assez bien dans la pratique. Et en particulier, est en train d'arriver finalement, en tout cas dans les bâtiments tertiaires, le décret tertiaire qui pour la première fois va parler d'obligation de résultat et pas d'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on va, dès cette année, en fait, dans les bâtiments tertiaires, à la fin d'année, faire la première déclaration de consommation réelle sur une plateforme qui est gérée par l'ADEME ou le CSTB, j'avoue que je ne sais plus. Mais donc, on va donner les consommations réelles et il y a un objectif en 2030 de les avoir baissées de 40%. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore passé comme une révolution. On se fixe encore beaucoup sur la RE 2020. Mais je vais vous donner un exemple qui d'ailleurs a des chiffres que donne l'OID, l'Organisation de l'immobilier durable, en 2020. Le passage des bureaux de RT 2005 à 2012, en théorie, faisait baisser de 50% la consommation et dans la pratique, on ne voit pas plus que 10 à 15% d'amélioration de consommation énergétique des bureaux RT 2012 par rapport aux bureaux RT 2005. Et on est en train de parler qu'il va falloir faire moins 40% dans 10 ans. Donc, vous voyez, le gap, c'est quelque chose d'encore bien plus important. Et donc, il va falloir commencer à regarder les usages et pas seulement la propriété du bâtiment. Pour deux raisons. D'une part, on voit qu'en améliorant drastiquement la qualité du bâtiment, théoriquement, on ne fait pas tant de miracles que ça sur la consommation énergétique. Et la deuxième chose, c'est que les usages qui vont avoir un poids beaucoup plus important, ils sont gratuits. Un bâtiment beaucoup plus performant, ça coûte plus cher. Moins chauffer son bâtiment, accepter d'ouvrir les fenêtres plutôt que d'augmenter les ventilateurs. Enfin, il y a plein de choses qui, dans les usages, permettent de consommer beaucoup moins réellement et à des coûts qui sont évidemment, les coûts d'usage ne sont pas importants. Par contre, il va falloir permettre aux occupants de bâtiments d'avoir les bons comportements. Et là, on voit arriver beaucoup de choses. Nous chez GSE, on vend systématiquement nos bâtiments avec une application qu'on a mise en place qui s'appelle Energize, qui est tout simplement retranscrire aux utilisateurs d'un bâtiment les efforts qu'ils font et leur afficher leur consommation suffisamment détaillée, mais pas trop pour qu'elle soit compréhensible, et qui leur permettent de voir le résultat de leur action. Parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en sachant qu'il fait 24 degrés dans son bâtiment tous les jours et que si on le réglait à 21, on fait 20% d'économie, c'est le genre de choses, si on ne le sait pas, il y a très peu de chances qu'on accepte d'aller toucher son thermostat dans son bureau parce que ce n'est pas un réflexe qu'on a. On l'a à la maison, on l'a assez peu dans les bâtiments professionnels et il va falloir aller vers ça. Mmh. Ouais, alors il y a beaucoup d'éléments intéressants que tu as dit et par rapport justement aussi tu parlais aussi d'un problème d'interface avec les GTB du coup existantes pour mettre en place ces nouvelles solutions. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors la RT 2012, elle impose de mettre des compteurs énergétiques, mais elle impose à aucun moment de les utiliser finalement. Donc aujourd'hui, il y a des compteurs dans à peu près toutes les armoires électriques de bâtiments, sauf qu'ils sont enfermés, personne ne les voit. De plus en plus, on met en place des GTB. Les GTB, gestion technique du bâtiment, c'est finalement un concentrateur, pas que des compteurs d'ailleurs. De plus en plus, on a des GTB très complexes qui permettent de piloter absolument tous les équipements, de remonter toutes les alarmes, tous les comptages d'énergie, de fluide. Et voilà. Et une GTB, c'est pas rare sur un bureau que c'est des centaines, voire des milliers de points de mesure ou de contrôle. Et en fait, cette GTB, historiquement, elle fait remonter des milliers d'informations dans un ordinateur qui est souvent dans le local maintenance. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et donc, il va falloir arriver à faire que la bonne information remonte à la bonne personne. Et les bonnes personnes, quand on parle de consommation énergétique, c'est les utilisateurs, c'est probablement pas seulement le responsable de la maintenance. Donc, comment sur 1000 informations, dont 200 informations de comptage énergétique, on peut remonter les 7 ou 8 bonnes valeurs aux informations, aux utilisateurs, c'est-à-dire quelle est la température, quelle est la consommation du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage. Bon, elles ne sont pas très nombreuses. Et pour ça, c'est des applications ultra simples à comprendre qui sont, on va dire, à disposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement dans le cloud avec une interface à la fois ludique et très fonctionnelle. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que le bâtiment, cette GTB, parle
dans le langage des développeurs informatiques, et c'est ce qu'on voit arriver de plus en plus, et communiquent dans le cloud. C'est ce qu'on voit arriver de plus en plus avec des concentrateurs de GTB qui sont vraiment multi-protocoles. Ils discutent avec tous les capteurs du bâtiment, mais ils discutent tout ça, ils sont capables de retranscrire cette information dans un langage cloud, c'est-à-dire un langage JavaScript, en fait, à travers des API, qui fait que n'importe quelle application web va être capable d'interroger les données et de les afficher, voire demain de les contrôler. C'est-à-dire qu'on pourra même imaginer contrôler son bâtiment avec son smartphone, ou certains disent avec de l'intelligence artificielle, même si ça c'est probablement peut-être un peu plus lointain et peut-être plus difficile à faire accepter aussi. Okay. Et du coup, peut-être pour continuer sur cette thématique d'énergie, est-ce qu'on peut dire que pour les futurs bâtiments, l'autoconsommation, ça va être un but ultime, un but en soi, ou pas forcément? Alors, moi je crois que oui. Il faut vraiment y aller à fond là-dessus. Malheureusement, on va dire qu'aujourd'hui, et c'est normal, pour pousser la production d'énergie renouvelable, il y a des mécanismes d'incitation qui sont des subventions, et les subventions aujourd'hui consistent à racheter à des tarifs avantageux cette énergie produite. Donc c'est vrai que, et aujourd'hui on arrive à, je ne sais pas si c'est une aberration, mais en tout cas aujourd'hui vous achetez votre énergie à 11-12 centimes parce que plein de taxes, pour faire simple. Elle est vendue à 5 centimes par EDF, ou 5 ou 6 centimes, on l'achète à 11-12 centimes pour toutes les taxes. Et on vous propose de vous racheter votre énergie produite, ça tourne autour des 8, 9, 10 centimes, ça dépend vraiment de la quantité, mais parce qu'elle est hors taxe. Donc ça veut dire que l'État vous achète plus cher que ce qui est le marché, mais vous la revendez quand même moins cher que ce que vous achetez. Donc très vite, déjà sur des petits bâtiments, quand vous revendez moins cher que ce que vous achetez, pour l'instant, il y a clairement un intérêt à autoconsommer, sachant qu'en plus, qu'on vous rachète aujourd'hui, ça va rester à peu près stable dans les 20 prochaines années. Alors, ce que vous achetez comme électricité, c'est promis à une forte croissance dont, on va dire, seuls les politiciens en France seront capables peut-être de freiner le besoin de croissance de cette énergie qui est non seulement décarbonée en France, mais très peu chère par rapport à nos voisins européens. Donc oui, il y a un intérêt à faire de l'autoconsommation, même si pour l'instant les mécanismes fiscaux ne sont pas encore parfaitement clairs là-dessus. Et de plus, donc ça c'est bien parce que ça va devenir ça va devenir économiquement intéressant. Ça risque de le devenir fiscalement parce qu'à un moment donné, quand même, les taxes, c'est quand tout le monde produira de l'énergie propre, il va falloir quand même taxer l'énergie propre aussi, hein, parce qu'il y a un manque à gagner évident si jamais on enlève les taxes des énergies fossiles et qu'on n'en rajoute pas sur les énergies propres. Et il y a beaucoup de taxes aussi dans le transport. Et ça, autoconsommer, ça veut dire ne plus transporter. Ça veut dire je consomme directement les électrons qui sont produits sur mon bâtiment, dans mon bâtiment. Et ça, du coup, c'est effectivement quelque chose qui est à la fois un but, mais qui est difficile parce qu'il faut produire au même moment qu'on consomme ou il faut stocker. Et pour l'instant, très clairement, l'autoconsommation, quand on parle d'autoconsommation, en tout cas économiquement, c'est rentable que si on ne stocke pas parce que le prix du stockage est pour l'instant encore exorbitant par rapport au prix de la production. Et ça limite pour l'instant à des taux d'autoconsommation qui sont globalement faibles. Un exemple pour un bâtiment tertiaire, c'est de l'ordre de 30% maximum de sa consommation qu'on est capable d'autoproduire, parce que finalement, on autoproduit essentiellement la climatisation, hein, c'est-à-dire l'énergie qu'on produit, dont on a besoin en été à midi. Donc cette autoconsommation, elle est difficile à faire sans stockage. Elle peut néanmoins quand même s'optimiser à travers des bons réglages. Voilà, la climatisation, si on la fait, on emmagasine les frigories au plus chaud de la journée, on n'est peut-être pas obligé de climatiser très fort le matin ou le soir. Et puis je pense qu'il va y avoir un énorme changement également parce que les bâtiments, on oublie, mais des gens qui viennent travailler en voiture. Et ces voitures vont devenir électriques. Et donc là aussi, je pense qu'il y a un changement énorme à venir, c'est-à-dire que dans pas très longtemps, je parle de quelques années, il est possible que les bâtiments consomment plus d'électricité pour fournir aux véhicules de leurs salariés que pour consommer réellement sur place. Et ça, par contre, des véhicules qui sont branchés avec des batteries toute la journée à côté d'un bâtiment, c'est finalement une énorme batterie qui est disponible pour l'énergie renouvelable. En complément de ce qu'évoque Marc, il y a quelque chose qui est en train de changer, on le voit depuis 1 an maintenant, parce qu'en fait l'autoconsommation, il y a le sujet économique, et puis on a des sujets, on a pas mal de sujets sur les logements déplaçables.
sur des contraintes où on va dissocier le foncier du bâti. Alors, pour une raison simple, c'est pour aller produire en masse du logement rapidement disponible pour les gens qui vont être en situation de précarité. Et là, effectivement, le sujet de la connexion au réseau, de la déconnexion au réseau, ne se pose pas uniquement pour des raisons économiques, et se pose aussi pour une capacité d'aller mobiliser du foncier dans des parties un peu peut-être plus reculées ou pas encore raccordées du territoire. Et c'est un vrai, Marc en disait, effectivement, techniquement, c'est un gros boulot, et c'est assez coûteux. Mais en tout cas, c'est une demande actuelle du marché. C'est pas une demande. La demande elle s'impose quand on va avoir besoin de déconnecter. Je parle pas que de l'électricité, je parle aussi des eaux usées, effectivement des lecs, et d'un autre sujet qui est un sujet un peu fondamental, qui est l'eau. L'économie en eau. Oui. À propos de l'autoconsommation, la tendance, ça va être d'autoconsommer au niveau du quartier, de créer des communautés de consommation et peut-être grâce à ça augmenter le pourcentage d'autoconsommation. Et donc pour ça, il y a une loi qui est sortie en 2017 qui va permettre d'échanger l'électricité entre bâtiments voisins, ce qui va permettre aussi de réduire les taxes. L'État envisage de réduire la TURP, la taxe donc d'utilisation du réseau, pour les gens qui utilisent l'électricité du voisin. Ça serait bien dommage de payer une TURP au prix normal d'un transport qui va d'une centrale nucléaire à 300 ou 400 km, alors qu'on est à quelques mètres d'une production de photovoltaïque. Du coup, on avait fait toute cette partie, en effet, logement déplaçable dont tu parlais, Xavier, en effet, très, très, très bon complément, Paul-André. En fait, sur la partie, justement, consommation énergétique, usage du bâtiment, je crois que c'était avec toi, Marc, que j'en parlais, qu'en effet, qu'il y avait 15 à 20% de la consommation énergétique des bâtiments, en fait, qui venait, en fait, du comportement des usagers. Et en fait, ce que tu me disais, c'est qu'en effet, la T2E du bâtiment, elle passera forcément par le comportement de ces usagers qui est clé. Comment on peut aider ces usagers à être plus responsables ? Je crois que les responsables, ils le sont maintenant. D'ailleurs, souvent, les gens font beaucoup plus d'efforts pour baisser la consommation de leur maison parce je pense qu'ils sentent qu'ils ont le pouvoir. On ferme ses volets l'été, on se rend bien compte qu'il fait moins chaud. Dans un bureau, c'est une occupation partagée. Et si on fait soit tout seul dans son propre bureau les efforts nécessaires, en fait, on n'a fait que 0,1% des efforts qu'il faut faire. Donc, il faut que tout le monde les fasse bien et au bon moment. Donc, je ne pense pas qu'il faut les responsabiliser, mais il faut les informer. Il faut que tout le monde soit conscient de ce qu'il peut faire et du résultat qu'il a apporté. Si lui, mais si tous ses collègues, les utilisateurs du bureau le font. Donc, je pense que ça passe clairement par une animation, et une animation qui est l'information de ce qui se passe dans le bureau. C'est pour ça que je parlais de ces applications très importantes. Et puis après peut-être que ça passe au niveau de la RSE. Moi, je sais que chez nous, chez GSE, c'est notre service RSE qui régulièrement informe sur les bons gestes, les bons gestes à faire, etc. Il faut qu'il y ait une animation. Mais je pense que si on a l'information plus une animation, la responsabilité des gens, en tout cas en France aujourd'hui, est liée et ça devrait bien prendre. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc. Ce qu'on essaye de développer maintenant, justement, avec les communautés et les quartiers, c'est d'avoir, en même temps que la gestion de l'énergie, avoir des animateurs qui vont inciter, aider, voire faire des jeux avec les utilisateurs pour les inciter à économiser l'énergie. Et ce que disait Marc tout à l'heure sur la mesure, c'est-à-dire que la masse de data qu'on s'est collectée et on avoir le retour d'information, comme le disait Marc, c'est qu'une fois qu'on a conscience, qu'on a le pouvoir d'agir sur nos gestes économes ou pas, on agit. C'est-à-dire que les gens sont pas dépensiers par envie d'être dépensier, mais il y a un vrai sujet de data, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la RE 2020, ou sur l'attendu, sur l'obligation de performance. Il y a un gros décalage entre ce qu'on raconte qu'on fera et le niveau de performance qu'on dit qu'on va faire, et puis celui qu'on atteint vraiment, et pas que par l'usager, y compris dans la nature de ce qui est mis en œuvre, entre ce qu'on raconte qu'on va mettre et ce qu'on va mettre en vrai. Et ça, c'est hyper important sur la fiabilité de l'engagement.
Le bâtiment qu'on a à Bordeaux, c'est un truc qui est lui à bâtiment du futur, où on équipe tout. On équipe tout pour faire les mesures, pour apporter la preuve que l'engagement qu'on prend est l'engagement qu'on tient. Et je pense que c'est important que dans tout ce qui est engagé, et toute la volonté du gouvernement d'aller pousser vers ce type de système, on ait une vraie obligation de résultat et qu'on soit tenu à cette obligation. Okay. Et du coup, alors peut-être avant d'aborder chacun un peu des solutions concrètes mises en place, peut-être en effet parler un peu du BIM qu'on a commencé à mettre en avant, donc tout ce qui va être en effet digitalisation, utilisation donc de BIM, Building Information Modeling. En gros, qu'est-ce que ça apporte d'utiliser le BIM au jour d'aujourd'hui par rapport à tous les items présentés? Je ne sais pas, Paul-André, Xavier, lequel des deux? Je peux commencer. Donc, le BIM, c'est arrivé il y a presque 10 ans. Donc, c'est la construction d'une maquette en plusieurs dimensions. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est surtout le 3D. Donc, il y a plusieurs projets qui commencent à être développés par les architectes avec des outils comme Revit en 3D. Par contre, les autres dimensions mettent plus de temps à se mettre en place. La quatrième dimension, qui est donc tout ce qui est phasage et méthode, ça arrive doucement. La cinquième dimension, c'est tout ce qui est quantité et économie. Là aussi, ça met du temps. Et par contre, cet outil va être très utile pour tout ce qui est industriel, donc fabriquer du 2D, du 3D, et puis surtout du modulaire. Et donc, là, je passe la parole à Xavier, qui est un grand utilisateur du BIM pour ses modulaires. Exactement. Enfin, aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de rigueur. Je parlais du niveau de simplification, du niveau d'ingénierie. On ne sait pas faire sans ça aujourd'hui. On ne sait pas faire sans ça, avec un niveau, Paul-André parlait du niveau 5, d'aller gérer jusqu'au dernier composant, la vis, le rail, d'aller dans ce niveau de détail-là. Et en fait, si on ne va pas jusque-là, on n'en tire pas le profit. En termes d'économie, en termes de rigueur, en termes de qualité, on n'en tire qu'un profit partiel. Aujourd'hui, une grosse partie de mes interlocuteurs, ils voient une dépense en disant ça coûte cher parce qu'on n'est pas habitué. Et oui, mais parce qu'on ne va pas au bout. Parce qu'on ne va pas au bout. Et l'enjeu, il est, demander aujourd'hui, si on demandait à des constructeurs automobiles de faire des voitures sans utiliser de maquette 3D, on ferait assembler des pièces par des garagistes dans votre village, quoi. Enfin, ne serait-ce que de se poser la question de savoir pourquoi c'est utile. Effectivement, il y a un élément, nous, qu'on est en train de déployer de manière importante en ce moment, qui est l'automatisation des études. Les études thermiques, les études acoustiques. Et ça, Marc en a fait l'expérience. Effectivement, c'est long et c'est difficile parce qu'il faut changer les habitudes, et il faut apprendre, et il faut s'éduquer. Mais une fois que ce travail-là il est fait, c'est un confort incroyable. Et c'est un confort, on l'a observé, jusqu'au bout de la chaîne de production. Aujourd'hui, nous, les opérateurs, ils bossent avec des ordis dans les ateliers. Je leur donne plus de plans. Et vous demandez à un opérateur qui manipule sur SketchUp, nous on utilise SketchUp pour aller visualiser les maquettes 3D, lui ne se pose pas la question, il trouve ça pratique. C'est juste que c'est facile. Donc, le problème, il est principalement, c'est pas un problème d'outils, c'est des problèmes culturels. C'est un changement d'habitude et une éducation. Donc, aujourd'hui, on fait le choix, nous, de travailler avec des gens qui ont envie de changer, qui ont envie de se bouger, qui ont envie d'apprendre. Et puis, on ne travaillera pas avec tout le monde, et c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais par contre, voilà, je ne vais pas rechanger le modèle ou la méthode pour s'adapter à des niveaux de formation qui ne sont pas suffisants. Alors Xavier, toi, tu as un avantage, tu as un modèle industriel comme les voitures, et du coup, tu as des sous-traitants, et donc tu as des produits que tu connais déjà et que tu vas pouvoir intégrer beaucoup plus facilement à ta maquette qu'un bâtiment. Donc actuellement, quand on fait un bâtiment, à chaque bâtiment, on refait un nouveau prototype, et donc c'est beaucoup plus difficile d'intégrer la maquette numérique aujourd'hui pour ce type de projet. Mais c'est un manque de réflexe. Le BIM en soi, c'est pas très... J'exagère, je ne vais pas dire que c'est pas difficile, mais c'est comme tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a jamais fait des plans, la première fois qu'il fait des plans, c'est difficile. Quelqu'un qui a jamais fait de 3D, la première fois qu'il fait de la 3D, c'est difficile. Donc c'est un manque d'agilité. Enfin,
nous, on a une des sociétés du groupe Leco qui est dédiée à la formation. Pour une raison, parce qu'on s'aperçoit que si on n'accompagne pas cette démarche de formation, à part dire ça va pas, on va tourner en rond. Donc, on se dit, ceux qui veulent se former peuvent se former. Le système, il est ouvert Émilie, tu le soulignais tout à l'heure, nous, on est ancré à l'échelle du territoire. Donc, on catalyse des acteurs des territoires et former les acteurs des territoires parce qu'aujourd'hui, on pense que le moteur, il va se faire par les territoires, par des entrepreneurs. Le système, il est ouvert, au niveau capitalistique, au niveau licensing, mais il est ouvert. Et le but, c'est d'emmener avec nous des gens qui ont envie. Et de leur faire gagner le temps de ne pas réinventer des trucs. Ça fait 10 ans, nous, qu'on y est. Ça fait 10 ans qu'on s'arrache pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça existe, en fait. Ça existe. Et je suis extrêmement enthousiaste quand je vois les gens, les entrepreneurs qu'on croise. On parlait d'entrepreneurs militants. Ça faisait partie d'un des éléments de la baseline de cet événement de la BPI. Il y a énormément d'entrepreneurs militants qui ont envie. Voilà. Qui ont envie de remettre du sens et ont envie de retrouver du sens dans leur action entrepreneuriale. Okay. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Du coup, je vous propose peut-être chacun un peu que vous mettiez en avant des réalisations concrètes que vous avez fait, un peu de solutions bas carbone. Marc, tu me parlais, je ne sais pas si tu veux parler de Secodia Saint-Priest ou le siège EDF ou le siège à Bordeaux. Je ne sais pas quel exemple tu souhaites mettre en avant. Oui, effectivement, nous chez GSE, on a conçu en fait un concept de bâtiment. Alors c'était la pré-industrialisation, c'est-à-dire qu'on était loin encore de construire en usine, mais c'est une typologie de bâtiment à ossature bois tertiaire qu'on a en fait créé en 2009, donc au temps de la RT 2005. Mais on l'a créé vraiment avec l'objectif d'être, à l'époque, c'était BBC, bâtiment basse consommation, mais on l'a vraiment créé dans le détail, justement. On ne connaissait pas le BIM encore, mais on est allé dans l'industrialisation, dans la recherche de partenaires. Et la réalité, c'est qu'on a fait un bâtiment qui était bien plus performant que le simple BBC, puisque c'est un bâtiment donc conçu en 2009. On a construit jusqu'en 2019, dans lequel on a notre siège lyonnais, et qui a passé l'étape de la RT 2012, qui est toujours 20 ou 30% en avance sur la RT 2012. Et là, on est en train quand même de le remettre au goût du jour pour aller vers la RE 2020. Et en réalité, ce n'est pas la RE 2020 qu'on vise, mais c'est vraiment le label BPOS et Finergie qui, normalement, devrait rester en avance quand même sur la RE 2020. Effectivement, donc on a fait le premier bâtiment à Avignon, en fait, un prototype qu'on a construit, qui est le 4e bâtiment labellisé BPOS et Finergie, qui est un bâtiment qui consomme réellement, puisque maintenant il est en exploitation, qu'on a notre système énergétique qui consomme réellement 100, alors j'aime bien me donner les chiffres parce que c'est bien, 100 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Juste pour vous donner un exemple, c'est quand même toujours 2 ou 3 fois plus que son étiquette thermique, mais c'est 4 fois moins que la moyenne des bâtiments tertiaires de France, 4 fois moins, donc on est déjà en fait aux objectifs 2050 du décret tertiaire. Donc on sait déjà faire ça aujourd'hui, et ce sont des bâtiments qui sont labellisés BPOS, mais ce sont surtout des bâtiments qui tiennent leur engagement réel de consommation réelle, très très faible. Et donc on est en train de déployer ce nouveau concept de Secodia. Alors je milite en interne, mais on n'a pas trouvé pour l'appeler le Secodia 2020, justement, Secodia 2020. Et on est en train de finaliser, là on devrait livrer d'ici 3 ou 4 semaines notre siège lyonnais à Saint-Priest, effectivement, sur ce concept de bâtiment. Et qui reste un bâtiment BPOS, alors que j'ai oublié de le dire, mais le label BPOS, c'est un bâtiment qui est niveau C1 en fait. On ne peut pas avoir de label BPOS sans être également bas carbone. Et alors, ce n'est pas le niveau du BBCA, mais c'est déjà un niveau qui est un peu important et pas si simple à avoir aujourd'hui, en tout cas sur lequel la structure bois est presque nécessaire pour y arriver, quoi. Ok, merci Marc. Du coup, Paul-André, tu avais aussi un exemple que tu souhaitais mettre en avant, celui que vous avez fait avec Techniwood peut-être ? Tout à fait, oui, c'est le siège de EDF à Bordeaux, où donc on a réalisé toutes les façades avec le système Panobloc de Techniwood, qui est un système très innovant en structure bois et qui intègre tous les éléments de la façade, principalement la structure bois, l'isolant,
les menuiseries et puis l'habillage de la façade. Okay. Voilà, donc il a été livré il y a 2 ans à Bordeaux. Et toi, Xavier, un ouvrage particulier? Il y a un exemple, je trouve, assez parlant, puis c'est bien parce que c'est un exemple qui date un peu maintenant, parce qu'on l'a construit il y a 6 ans. Et c'est exactement dans ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est un collège qu'on a réalisé au sud de Nantes, à Clisson. C'est un collège de 5000 m², dont le cahier des charges était qu'il soit déplaçable, puisse être agrandi et qu'il puisse être réduit. Toute l'ingénierie a été posée par ça. Avec des entreprises et des collaborateurs qui étaient à moins de 20 km de l'usine, une usine qui était à moins de 3 km du chantier. En bilan carbone, on a explosé les chronos, même si on ne tient pas compte forcément de ça aujourd'hui. Donc c'est un collège qui a été livré dans un délai extrêmement court, parce qu'il y a ça aussi. Et on voit bien que le besoin qui était exprimé, c'est de se dire entre je prends la décision de faire un bâtiment public et j'en ai l'usage, ça prend tellement de temps qu'on n'arrivait plus à anticiper les mutations de population. De se dire qu'est-ce qui se passe si je me suis planté dans 7 ans. Alors déjà maintenant, on arrive à dire que c'est plus 7 ans, ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est de se dire, même si on s'est planté, on parlait tout à l'heure d'analyse des cycles de vie, effectivement, le bâtiment, sa durée de vie, ne va pas être liée à la concordance de l'usage avec la localisation et le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va être capable d'être dans un mécanisme de ville agile. Alors ça impose des sujets techniques, mais c'est une réalité. Et on parlait du carbone, Marc en parlait en disant le E1, le C1, C2 et le label BBCA, c'est quelque chose qui est ambitieux. En fait, c'est très lié au système. Aujourd'hui, nous, par essence, on a fait des fiches FDES pour nos modules. On est à 2 fois le plafond d'excellence du label BBCA. Par essence, juste parce qu'on consomme du bois. Et c'est 800 kg de CO2. Voilà. Donc, c'est très factuel, en fait. C'est important d'être très focus sur des vraies réponses aujourd'hui, des réponses qu'on peut faire maintenant et qu'on ne soit pas en train de fantasmer des choses qui se passeront dans 10 ans. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Il y a des acteurs qui sont mobilisés. Paul-André Kochman en est un exemple. Marc, c'est pareil. Il y a des choses qu'on peut faire. On a les moyens de les faire. Il faut être ensemble. Mais ça sera pas, il n'y en a pas un qui portera la réponse pour tout le monde. Donc je lance un grand appel à tous les entrepreneurs mobilisés dans les territoires qui ont envie de se bouger, qui ont envie de monter des usines. Puis dans le contexte actuel, une usine, je donne quelques chiffres, c'est en gros 200-300 logements par an, c'est 100 emplois, 10 000 m² d'ateliers. Donc quand on se pose la question de l'emploi, on a la chance d'être sur un marché, dans un contexte où il y a besoin de logements, il y a besoin de bureaux, il y a besoin de relocaliser. Et donc là, on a tous le moyen de le faire, donc juste le lien entre les deux. J'ai un peu dépassé de mon seul exemple. Je m'excuse. Ouais, bon, j'ai l'impression que tu nous as fait une magnifique conclusion. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là, si ça vous va, ou à part si quelqu'un veut rajouter un dernier mot, mais je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Oui. Je pense aussi. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous d'être intervenus et avec l'espoir que la prochaine fois, nous, on pourra se voir en vrai. Exactement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.